la chasse n'influence plus les populations et le troupeau est en forte croissance partout avec des conséquences encore mal évaluées. Un peu comme pour les baleines, entre-temps, les lieux de mise bas des phoques sont devenus de véritables attractions pour un nouveau genre d'écotouristes. Le phénomène est particulièrement visible et bien organisé aux îles de la Madeleine. Mais les Madelinos pourront-ils encore longtemps concilier ce nouveau tourisme d'observation avec une chasse commerciale traditionnelle qu'ils aimeraient bien poursuivre et même accentuer? C'est la question principale que pose ce reportage. Depuis longtemps, les phoques du Groenland ont appris à surveiller et leurs petits et les chasseurs. Mais depuis 10 ans, les hommes qui débarquent sur les glaces du berceau portent de curieux vêtements et visent avec d'étranges canons. Les temps ont changé. Mais les phoques ignorent tout de la grande bataille dont ils sont l'enjeu. Même s'ils chérissent leurs îles, les Madelinos savent depuis toujours que leur salut se trouve au large. Pendant 2 siècles d'ascension en déclin, le rendement de la chasse aux phoques dans l'Atlantique Nord-Ouest fluctuera. De 1961 à 81, la récolte moyenne annuelle de peaux passera de 280 000 à 150 000. Pourtant, on déploya durant cette période un arsenal sans précédent. Gros bateaux d'acier, avions et même hélicoptères encerclaient chaque printemps les pouponnières. Mais la fin de cette chasse excessive approchait. Le cinéma allait sauver les phoques. Il a suffi en effet que ces images fassent un tour du monde pour que s'amorce un mouvement d'indignation d'une ampleur jamais vue. Le président de la République a interdit en France l'importation des fourrures de bébés phoques. Et je ferai tout ce que je peux pour que le monde entier interdise ça. C'est honteux. La réglementation canadienne sur la chasse naquit et se raffermit au même rythme que la protestation. Trop tard. Le mal couvrait, les marchés s'effondraient. En 86, la vaste enquête Malouf, tout en reconnaissant la bonne gestion actuelle du troupeau, recommandait quand même l'abandon de toute chasse commerciale au blanchon. Chaque année, à la fin de l'hiver, pendant environ 1 mois, les immenses champs de glace qui vont à la dérive dans le golfe de Saint-Laurent s'animent et grouillent de vie. Une partie de cette glace, en tout cas, un berceau en forme de long cordon d'une vingtaine de kilomètres sur lequel quelques 300 000 femelles vont donner naissance à des blanchons. Autrefois terrestres, les phoques n'ont pas, comme les baleines, achevé leur adaptation au monde marin. Pour survivre, les nouveau-nés ont absolument besoin d'une vingtaine de jours au sec et au lait. Un lait incroyablement riche qui leur façonnera un épais manteau de graisse, protection indispensable pour affronter les eaux glaciales du Grand Nord, où ils passeront leur premier été. La mise bas, aisée, furtive et rapide, souvent moins d'1 minute, ne donne qu'un blanchon qui se présente que première. L'immédiate reconnaissance olfactive permettra à la mère d'identifier entre tous son petit au cours des prochains jours. Intensif au début, le maternage se relâche graduellement.
mais la surveillance visuelle est constante et toutes défendent un certain territoire aux frontières invisibles. Durant le court maternage, la croissance du blanchon est spectaculaire. Le poids quadruple et la robe passe du jaune doré au blanc crème, neige puis grisâtre. Plus qu'un camouflage, cette fourrure sert de réflecteur, transmettant jusqu'à la peau les rayons du soleil. Grand moment dans la vie du nouveau-né, le premier bain. Encouragé par sa mère, le blanchon se jette à l'eau, mais n'ira pas très loin. Le petit bouffi ne peut plonger empêtré qu'il est dans son ballon de graisse. Mais bientôt, le sevrage l'amaigrira et il poussera vers les profondeurs à la recherche de son premier repas solide. Depuis 1970, il n'y a pas de mammifère marin dans le golfe du Saint-Laurent qui ait été plus étudié que le phoque du Groenland. Les recensements aériens indiquent d'ailleurs que la population a plus que doublé depuis 1983. Certains maritimiens croient d'ailleurs le phoque responsable de la disparition des morues et demandent qu'on reprenne sa chasse. D'autres études, par contre, sur l'alimentation des phoques les innocentes. On n'a pas beaucoup trouvé de morues dans l'estomac de ces phoques, au grand plaisir des opposants à toute forme de reprise d'une chasse commerciale au blanchon. 61, mec! C'est sur le pack de glace, dans des conditions parfois difficiles, que le biologiste Mike Hamill, assisté de 2 chasseurs, recueille le matériel de base de sa recherche. Question primordiale, connaît-on la taille du troupeau? En 1989, on a fait un recensement de la population de phoques du Groenland dans le nord-ouest de l'Atlantique. Nous avons estimé une production des nombres de nouveau-nés de 500 000 phoques. Avec ça, on utilise un modèle pour nous donner un estimat de la population totale. Avec ce modèle, nous avons un estimat d'à peu près 3 millions de phoques. Bon. Est-ce que vous attendez, avec cet arrêt de la chasse à peu près partout, à une explosion de population? Je ne sais pas si l'explosion de la population est le vrai mot, mais on attend que la population va augmenter. Avec la vitesse, je ne sais pas. Ça dépend de la disponibilité des ressources de nourriture. Pas d'explosion démographique en vue jusqu'ici. Tendance même à la stabilisation. La mer rationne peut-être les phoques comme les hommes. Mais cette stabilité annonce-t-elle par ailleurs une détérioration de l'état de santé général, comme on l'a déjà observé? Le poids des femelles qu'on examine aujourd'hui, c'est plus gros que le poids qu'ils ont mesuré au fin des années 70. Ça veut dire que nous avons l'impression que l'état de santé de ce troupeau est bon. We don't see any decline in condition over the last couple of years. Pups are still being born at the same body mass, they're being weaned at the same body mass, and it's costing females approximately the same amount of energy to do so. So they look fine. Madame Kovacs s'intéresse notamment au fragile lien des premiers jours entre mère et blanchon. But this particular study is studying orientation by female harp seals, how female harp seals find their young on the ice surface in a transient moving environment. How does she get back each and every time she leaves her baby? How does she find him once again? We know that they do it, but we don't know how. They do most of the time, not all of the time. L'abandon est généralement fatal au blanchon, qui sera impitoyablement repoussé par les autres mères. Dur d'être un bébé. Près de 30% d'entre eux ne célébreront pas leur premier anniversaire. Opportunistes et habiles pêcheurs, capables d'atteindre d'incroyables profondeurs, les phoques se gavent leur vie durant de poissons. On a mesuré que le troupeau d'il y a 15 ans, la moitié de l'actuel, consommait en tonnage autant que toutes les captures de capelans autorisées. La morue serait-elle aussi au menu? On ne trouve pas beaucoup de morues dans le régime alimentaire de phoques du Groenland.
parce que tous les échantillons viennent près de la côte ou ils viennent des saisons pendant le mise-bord quand les phoques ne mangent pas beaucoup. Et il y a des autres, pendant des autres mois, par exemple janvier, février, 100 000 au large de la côte, nous n'avons pas beaucoup d'échantillons de ces régions et c'est pourquoi on dit on n'a pas trouvé un lien entre les phoques et la base des stocks de morue, mais c'est trop tôt pour fermer le dossier. Disons que le phoque qui revient chaque année dans le Golfe possède environ entre 30 et 55 mm de graisse. Alors, il faut qu'il tire son énergie à quelque part. Et comme on dit souvent, il ne va pas manger au Grand Lune dans les jardins. Il faut qu'il prenne du poisson quelque part, puis peu importe où il puise sa nourriture, il y a toujours une interaction avec les espèces commerciales. Pas tout à fait satisfaits des recherches actuelles et inquiets de leur financement futur, les Maglino proposent de les maintenir, mais sur d'autres hypothèses, à l'aide d'une fondation que l'adoption de Blanchon subventionnera. La chasse aux phoques aux îles de la Madeleine et à Terre-Neuve est redevenue artisanale. Elle se fait avec de petits moyens. Lors des bonnes années, comme l'an passé, quand le gros du troupeau s'approche des côtes, alors là, c'est la fête. Et l'on voit dès l'aube les escouades se former, les hommes tirant et poussant la canotte. Le troupeau est encore loin, au large. Mais on a tout mars et même un peu d'avril pour l'attendre. C'est dans le sang des Madelines. On a grandi à attendre dans le mois de mars le troupeau de phoques qui s'en vient. Tout le monde qui a vécu aux îles de la Madeleine et qui a fait leur vie ici, même ceux qui vivent à Montréal ou à Québec, aujourd'hui, si ça vient des personnes de 50 ans ou 60 ans, ils pensent à ça. Mais le mois de mars, c'est le troupeau de phoques qui s'en va aux îles de la Madeleine. Qui vient ou qui s'en va loin des îles de la Madeleine. Le passage de la mouvée est toujours aléatoire et le vent a tourné. Les glaces ici sont parfois minces, imprévisibles. Ouais, c'est ça, le vent ou ce qui est là, ça peut lâcher. On pourrait être déporté au large? On pourrait être déporté au large. Ça peut décoller ici au bord. Ouais, tu vois tout de suite des délimitations, c'est ici. La démarcation, c'est la démarcation. Vous le voyez, moi, je ne peux pas lire. Si à l'ouest des îles, les vents collent encore les glaces, ici à l'est, les mêmes vents ont dégagé la mer. Et sur les crêtes, aux limites du débarris, on fait le guet, dans l'espoir de voir apparaître, ne serait-ce que fugitivement, une tête de mâle demeurée en périphérie du troupeau. L'économie des îles, un peu ébranlée par la presque disparition de cette chasse, est en train de récupérer d'une autre façon. Les Maglino, accueillants en été, viennent d'ajouter depuis quelque temps un autre mois à leur saison touristique, le dernier de l'hiver. De partout, d'Amérique, d'Asie, d'Europe surtout, des centaines de photographes, journalistes et de globetrotters fortunés viennent en presque pèlerinage sur les banquises du Golfe admirer la pouponnière des phoques du Groenland. C'est formidable, ils sont aussi photogéniques comme nous l'avait dit. Oui. Et vous allez revenir pendant plusieurs jours encore? Plusieurs jours de suite, normalement. Si le temps le permet, nous reviendrons encore arriver sur la banquise vers 7 h du matin et repartir probablement au coucher du soleil les jours suivants. Les revenus de ce tourisme haut de gamme dépassent déjà ceux que l'ancienne chasse procurait, mais ne vont pas bien sûr aux mêmes personnes. L'aubergiste André Bourque, cependant, l'un des rares Maglino à profiter vraiment de cette nouvelle activité, pense que le développement de ce tourisme ne peut être que limité. Je pense que ça peut encore doubler, c'est-à-dire qu'on peut parler de 1500 à 1600 personnes, peut-être maximum 2000 personnes, mais ce sera toujours des quantités assez modestes. Les mouvements écologistes qui ont entraîné finalement le presque arrêt de cette chasse sont aussi responsables en quelque sorte de l'intérêt qu'on porte maintenant au Blanchon partout dans le monde. Est-ce que ces gens-là ne vous obligent pas un peu à choisir entre le développement du tourisme et puis la fin définitive de toute chasse? Oui, je pense que c'est un argument qui a été beaucoup déposé au cours des dernières années. Par contre, ici, la situation est quand même très claire.
il n'est pas question que le touriste demande l'arrêt de la chasse. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Et je pense que les deux peuvent très bien survivre ensemble. Les Madelineaux n'entendent pas se faire imposer des choix ou des modèles de développement. Ce qu'ils veulent, continuer avec dignité et rationalité à vivre des ressources environnantes, notamment le phoque. Je pense qu'avec le taux de chômage qu'il y a ici l'hiver, l'état des pêches aujourd'hui, il faut trouver d'autres avenues qui peuvent rallonger les saisons et aussi diversifier les différentes façons de gagner son pain. Alors aussi, notre Maltais-Mireille porte un manteau long, toute droite, fourrure de loup-marin, à la moitié du vêtement, et tout le haut, en bas, en cuir de vache. Ici, il y a des cueilleurs, des chasseurs de loups marins, puis maintenant, il y a une femme qui les transforme superbement. Mais entre les deux, est-ce que vous avez la matière première, la transformation nécessaire pour vous alimenter? Ici, localement, non, on ne l'a pas. Mais c'est dans les objectifs pour le futur serait d'avoir une tannerie ici pour faire tout le produit fini ici. Donc, la chasse, les peaux finies, et après ça, le vêtement, la petite industrie locale pour le vêtement. Filet mignon, le loup marin aux pommes et gingembre. Alors, vous avez ici la saucisse de loup marin au romarin. Ça, c'est une terrine, on peut dire ça, oui. Oui, c'est exactement une terrine de loup marin. Pour l'optimisation de la ressource, les Madelineaux commencent par tester les possibilités culinaires de leurs produits et aussi leur propre marché. Selon les vieilles recettes des îles, ou autrement apprêtée, la viande de phoque conserve un goût unique. Et la cuisson est presque la même qu'une cuisson de viande de gibier, qui est une cuisson lente. Alors on la saisit, on la laisse tranquille, cuire au four tranquillement, avec des sauces, comme aujourd'hui j'ai préparé 2 sauces, une aux tomates, thym et miel, et l'autre pommes et gingembre. L'avantage du loup marin, c'est que c'est à la fois un poisson et une viande. Donc, toutes les particularités que le poisson a, on parle de, bon, c'est faible en cholestérol, c'est faible en gras, et bon, plusieurs autres particularités nutritives, le loup marin l'a. Toutes les particularités que le poisson peut avoir, le loup marin l'a. Mais également, il a aussi l'avantage d'être une viande, donc il est fort en protéines, et la couleur foncée du muscle, c'est la haute teneur en fer qui est présente dans le muscle. Mais c'est pas de mai la veille qu'on trouvera aisément ces produits dans les grandes villes américaines de l'Est. Piégés par un écologisme radical et vigilant, soumis à une réglementation paralysant toute exploitation commerciale, les Madelineaux pourront-ils dépasser un jour l'artisanat? Tu ne peux pas dépendre sur une chasse côtière, une chasse en chaloupe de la côte, par des piétons. Tu peux faire une chasse artisanale à côté de toi, tu peux faire des pantoufles, tu peux faire ce que tu voudras. Mais il reste que tu ne peux pas t'assurer de l'approvisionnement de base, qu'est le phoque, sans avoir une chasse commerciale bien organisée avec des gros bateaux qui peuvent aller chercher le produit. Aussi annonciateurs du printemps que les blanchons, les lapins et les œufs de chocolat, après la pause. Mitaine, viens-tu faire un tour? La Mazda MPV, il y a en masse de place ici pour jouer au chat et à la souris. Avec son V6, la MPV a vraiment du chien et de la douceur. Il y a même un coussin gonflable. Oh, salut la petite famille! Ça, c'est une portière plus grande que celle de ma niche. Oh, oh! Phew! Les freins ABS, c'est le meilleur ami des chiens et des chats. On va faire les bons, les gars. Climatiseur ou rabais équivalent pouvant aller jusqu'à 2100 $. Offre d'une durée limitée. Les évaporateurs Waterloo, l'innovation au service de la technologie. Voyez notre nouvel évaporateur turbo, 50% plus rapide et performant. Un concept d'économie. Waterloo, distributeur des osmoses Ceprotec. Vous et Waterloo, une équipe gagnante. Engrais Lévis vous invite à découvrir la différence. Lorsqu'il s'agit de produits de protection de culture, de semences ou fertilisants, Engrais Lévis, c'est la clé des champs. Pour une culture réussie, nous faisons équipe ensemble.
Ici, à l'île d'Orléans, avec 250 autres et plus de pommes de terre ensemencées, ils n'ont pas de chance à prendre. Il faut faire confiance aux engrais Lévis limités. Engrais Lévis, plus qu'un fournisseur, un partenaire. Avez-vous goûté les produits de l'érable dernièrement? Ils sont 100% naturels. Et quel sucré de variété! Les produits de l'érable, c'est l'authenticité typiquement de chez nous. Et ils sont bons à l'année, présentés par vos producteurs Waterloo. Vous et Waterloo, une équipe gagnante. La liturgie chrétienne s'est développée comme plusieurs autres en intégrant des rites anciens. Ainsi, à notre Pâques sont associés les œufs, grand symbole de fécondité. Or, les Chaldéens déjà coloriaient les œufs pour célébrer l'arrivée du printemps et du renouveau. Et les druides portaient un œuf comme symbole sacré de leur ordre. Et c'est encore une forme ovoïde qu'a choisi Hydro-Québec pour donner naissance à l'énergie à l'aide du vent aux îles de la Madeleine. Si nous avons enchocolaté depuis l'œuf, c'est peut-être que la fin du carême donnait droit à la reine des friandises. Pâques est évidemment un temps fort pour l'industrie du chocolat chez nous, dominée par quelques noms. Mais pour parler tradition, c'est plutôt à un couple de maîtres chocolatiers d'origine belge que Pascal Tremblay s'est adressé. La nature n'est pas sortie de son sommeil qu'à la Cabosse d'Or, blottie au pied du mont Saint-Hilaire, on se prépare à vivre la période la plus intense de l'année, Pâques. On pénètre dans un univers qui stimule tous nos sens. Pour les visiteurs, la première impression est inoubliable. D'abord, quand ils ouvrent la porte, ils restent en extase. Ils prennent une grande inspiration. Ils disent, ça sent bon, le chocolat. Ah, le chocolat. Son goût et son odeur en ont séduit des palais. La culture originelle provient des Mayas. Le cacaoyer pousse en région tropicale. Ça, c'est la graine du cacao, en effet, qu'on retrouve dans ceci, qui est la cabosse. Ça, c'est le fruit qu'on retrouve sur le cacaoyer. C'est d'ailleurs un arbre, pour moi, c'est un des plus extraordinaires. On se pose pas mal de questions, parce que ce fruit peut pousser très bien sur les branches, comme les pommes ici à Saint-Hilaire, mais en même temps sur le tronc. Et ça, c'est très rare. Ce sont les conquérants espagnols qui ont rapporté en Europe les graines et les recettes de chocolat. C'est directement de la Belgique que les Crowin importent le plus fin des chocolats. Qu'il soit blanc ou brun, on doit faire fondre le chocolat lentement, très lentement, pour en préserver toute la saveur. Une fois liquéfié, le chocolat doit être légèrement refroidi pour être agréable à travailler. La précision prévaut. Ça s'appelle tabler le chocolat et on le fait sur une table de marbre ou de granit. Encore un peu trop chaud. C'est avec un chocolat refroidi juste à point qu'on pourra procéder au moulage, peu importe la forme. Voilà, on va remplir nos petits œufs en praline noisettes. Alors, on va d'abord remplir chaque demi. On va faire le secret de la caramilk en un instant. Une fois que j'en ai deux, je les mets côte à côte et je les referme d'un coup sec. Ils vont aller au frigidaire 10 minutes et ensuite on les démoule pas. Alors maintenant, on va les fermer. Juste bord à bord. Bien tassé. La symbolique de l'œuf est universelle. Il représente la vie, la fécondité et même la résurrection. Les Celtes, les Grecs, les Égyptiens et plusieurs autres peuples partagent l'idée que le monde est né de l'œuf. En Amérique du Nord, c'est le lapin de Pâques qui apporte les œufs. En Europe, c'est le lièvre. Les deux symbolisent la fertilité si on se réfère à l'Égypte ancienne. La poule aussi est un symbole important. Après tout, c'est elle qui pond les œufs, à moins que ce ne soit l'inverse. Selon une coutume populaire,
Les poules cacheraient les œufs que les enfants s'amusent à trouver. Regarde, ça tente d'avoir une belle poule pour Pâques. Tu veux avoir une belle poule pour Pâques. Regarde. Je la donne. Es-tu contente? Oui. Joyeuse Pâques. Les Israélites, d'abord, chaque année, l'immolaient pour célébrer la sortie d'Égypte. Et puis de là, la coutume s'est répandue au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et avec le retour des croisés, dans les pays latins d'Europe. L'agneau de Pâques a longtemps été ici une production intéressante pour ce que nous appelions le marché des ethnies. Puis avec une forte concurrence, on s'est dirigé ensuite plutôt vers l'agneau lourd pour les méchouis. Mais quoi qu'il en soit, plusieurs Québécois d'origine européenne apprécient encore beaucoup l'agneau produit ici. Beh, les Italiens disent que c'est un mangiare d'agneau, surtout à la Pâques. C'est pareil comme une tradition qu'il y a, il ne fait pas Pâques sans agneau. 2 semaines avant Pâques, le syndicat des producteurs d'agneaux et moutons de l'Estrie avait invité des représentants de la communauté italienne de Montréal et des Cantons de l'Est à déguster l'agneau pascal. Pour nous autres, les Italiens, c'est à la Pâques l'agneau. C'est très bon. On l'a fait rôti, on l'a fait avec le rosmarin. On met l'ail dedans, le sel, le poivre, et on le fait dans le fourneau. Il y a au Québec un peu plus